Avant de débuter, tout d'abord, j'aimerais vous rappeler à nos témoins. En fait, à tous mes collègues, s'il vous plaît, assurez-vous que les témoins aient le temps de répondre à vos questions. À nos témoins. Nous n'avons qu'un temps limité, alors tentez d'être aussi bref que possible dans vos réponses. J'aimerais éviter les rappels au règlement dans la mesure du possible et assurer que nous ayons le plus de temps possible pour les questions. Comme nous le faisons normalement, tentons d'être sociables dans notre ton. Et nous avons d'excellents interprètes. Dernier élément, ne parlons pas les uns par-dessus les autres. Attendez que je vous donne la parole en vous nommant avant de vous exprimer. Comme d'habitude, les commentaires doivent passer par la présidence. Si vous voulez vous exprimer, veuillez lever la main. Je vais organiser une liste de présentateurs, d'orateurs. J'ai 2 cartes comme toujours. La carte jaune signifie qu'il vous reste 15 secondes. Le rouge signifie qu'il ne vous reste plus de temps. Avec toute cette directive, conformément au règlement 108.2 et la motion adoptée par le comité le 23 octobre 2025, le comité lance son étude du projet de loi C-12, loi concernant certaines mesures liées à la sécurité de la frontière canadienne et à l'intégrité du système d'immigration canadien et d'autres mesures connexes liées à la sécurité. J'aimerais maintenant accueillir nos témoins pour aujourd'hui. L'honorable Lena Metledge-Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, de l'Agence des services frontaliers du Canada, il y a Aaron McCrory, vice-président renseignement et exécution de la loi, du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, Jean-Marc Gionnet, sous-ministre adjoint par intérim, secteur des programmes et de protection de la famille, Jason Holman, directeur général politique en matière d'asile, Tara Lang, directrice générale politique et programmes en matière d'intégrité, et du ministère de la Justice, Maury Afsar, directrice exécutive et avocate générale principale par intérim, service juridique d'IRCC, et Anna Lillikrap, avocate conseil, service juridique d'IRCC. Bienvenue à vous tous. Ministre Diab, vous pouvez maintenant prendre jusqu'à 5 minutes pour votre déclaration d'ouverture. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et je remercie aux collègues de m'avoir invité à votre comité. Je suis ici avec beaucoup de soutien. J'espère être en mesure de pouvoir répondre à vos questions afin que vous puissiez faire des recommandations sur vos études. Les systèmes d'immigration et d'asile du Canada reflètent nos valeurs et ils sont équitables, remplis de compassion et fondés sur la primauté du droit. Toutefois, le monde change, les conflits, les pressions climatiques et l'évolution des tendances migratoires entraînent des mouvements de population sans précédent et tous les pays s'adaptent à cette situation. Le Canada doit faire de même en agissant de manière responsable pour maintenir la confiance, préserver l'ordre et faire en sorte que notre système soit équitable. Il rassemble des réformes ciblées qui renforcent la protection de personnes vulnérables, la gestion responsable des migrations et la confiance du public envers un système qui fonctionne pour tous. Cette confiance repose sur un système juste et ferme, un système qui protège les personnes vulnérables, attire les talents nécessaires et empêche les abus. Il doit être contrôlé pour préserver notre intégrité et la confiance du public. Alors, laissez-moi être parfaitement clair, l'asile n'est pas un raccourci à l'immigration. Le projet de loi renforce cette mesure en ajoutant 2 nouvelles règles d'inéligibilité ciblées. D'abord, les demandes d'asile présentées plus d'1 an après l'arrivée initiale au Canada, après le 24 juin 2020, ne seront plus déférées à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Ensuite, les demandes présentées par des personnes ayant traversé la frontière de façon irrégulière depuis les États-Unis et ayant attendu plus de 14 jours pour présenter une demande seront également irrécevables. Pourront toujours bénéficier d'un examen des risques avant renvoi, garantissant que personne ne soit renvoyé vers une situation dangereuse. Ces mesures renforceront l'intégrité et l'équité et maintiendront la confiance du public dans l'application transparente des règles canadiennes. Alors que le système d'asile canadien fait face à une demande croissante, ce projet modernise le traitement de demandes afin que les décisions soient plus rapides, plus équitables et définitives.
A single online application will make the process more. Un formulaire de demande unique en ligne rendra la procédure plus uniforme, ce qui réduira les erreurs et les retards, tout en améliorant la coordination. Nous bâtissons donc un système moderne et efficace en augmentant le nombre de dossiers déférés à la Commission qui sont déjà prêts à être entendus. On contribuera à réduire les retards et à faire avancer les dossiers de manière efficace. La Commission sera ainsi en mesure de se concentrer sur les demandes qui se représentent un dossier actif. Parallèlement, et afin d'être prêt à faire face à de futures crises, le projet de loi prévoit des pouvoirs de gestion des documents d'immigration à plus grande échelle et il permet de suspendre, d'annuler et de modifier temporairement les visas de permis, protégeant ainsi la population canadienne tout en conservant une certaine souplesse. Ces mesures rendent le système plus adaptable, plus viable et tourné vers l'avenir. L'efficacité et le contrôle doivent aller de pair avec la responsabilité et la confiance. C'est essentiel pour renforcer la coopération et la responsabilité. Partagé au sein du gouvernement et avec les provinces et les territoires, de manière sécuritaire et transparente, tout en renforçant la protection de la vie privée. Des accords écrits définiront avec précision quelles informations peuvent être échangées, comment elles peuvent être utilisées et les limites strictes de leur divulgation à des organismes étrangers. By strengthening cooperation and protecting En renforçant la coopération entre les gouvernements et en protégeant la vie privée, ces réformes favorisent des décisions plus rapides, une plus grande intégrité et un meilleur service, tant pour les personnes nouvellement arrivées que pour les Canadiens et Canadiennes. Ce projet de loi ne vise pas à fermer des portes, mais plutôt à prendre des mesures responsables pour les garder ouvertes, avec un équilibre entre la compassion et le contrôle, entre la rapidité et l'équité, et entre la modernisation et la responsabilité. Il donne au Canada un système en lequel ils peuvent avoir confiance. Minister, Merci, Madame la Ministre. Maintenant, nous allons passer à la première ronde de questions. 6 minutes. Nous allons débuter avec Madame Rempel-Gardner. Quel gâchis! Il y a plus de 300 000 demandes d'asile. Ça prendra 25 ans pour combler les arriérés. Votre gouvernement a dépensé plus de 2 milliards de dollars sur des chambres d'hôtel pour de faux demandeurs d'asile qui obtiennent des ressources auxquelles les Canadiens ne sont même pas admissibles. Madame la ministre, Amnesty International et des groupes de militantisme disent que les dispositions dans le projet de loi C-12 ne sont pas constitutionnelles. Certains se préparent même une contestation et il pourrait y en avoir près de 24 000 de ces contestations. Est-ce que vos fonctionnaires se préparent à défendre les dispositions de ce projet de loi devant les tribunaux à l'avance? Merci pour cette question. Il y a 2 parties ici. Tout d'abord, vous parlez des demandeurs d'asile. Alors, notre gouvernement s'engage à rebâtir la confiance des Canadiens envers notre système d'immigration. Madame la ministre, je vous ai posé une question ciblée. Alors, je m'attends à une réponse ciblée. Avez-vous demandé à vos fonctionnaires de commencer à se préparer pour des contestations juridiques, pour défendre votre projet de loi devant les tribunaux? Vous nous demandez de l'appuyer et il y a de bonnes chances qu'il y ait des contestations. Alors, avez-vous commencé à vous préparer? Merci pour la question. Encore une fois, l'intention des mesures d'irrecevabilité sont là pour protéger l'intégrité et l'efficacité de notre système de demande d'asile. Merci. Alors, je vais prendre ça comme un non. Avec ce que vous venez de nous servir. C'est malheureux parce que vous nous demandez d'appuyer ce projet de loi. Pratiquement toutes les associations juridiques au pays le qualifient d'anticonstitutionnel et vous ne pouvez nous répondre à savoir si vos fonctionnaires se préparent à une contestation juridique. Serait-il juste de caractériser la situation comme étant une tentative du gouvernement de renvoyer le gâchis dans le système de demande d'asile aux tribunaux? Je ne sais pas de quel gâchis vous parlez, mais ni la Charte ni la Convention des réfugiés demandent une forme particulière de procédé pour déterminer les réfugiés, le statut de réfugié. Nous avons ici des décrets avant le retrait pour étudier les risques avant renvoi. Je demanderai à un de vos fonctionnaires, selon le ministère,
Est-ce que les délais d'asile contenus dans le C12 respectent la Charte des droits et libertés? Quelqu'un peut répondre, non? Est-ce que je peux vous demander un détail? Vous parlez de délai? Oui, le délai selon lequel quelqu'un doit faire sa demande, car il y a un délai avant dans lequel il faut présenter cette demande. Selon ce que nous avons, les dispositions sont cohérentes. D'accord, merci. Ces dispositions feront l'objet d'une contestation. Il faudrait se préparer à défendre ce projet de loi, car il semble les gens verront vraiment les dispositions du projet de loi comme étant le gouvernement qui se débarrasse de ses responsabilités, les renvoie aux tribunaux. Les coûts juridiques seront élevés pour les provinces, étant donné ces fausses demandes d'asile. Encore une fois, les contestations passent devant les tribunaux fédéraux. Le gouvernement fédéral, et j'ai les membres du ministère de la Justice ici. Question inaudible. C'est la responsabilité du gouvernement fédéral. Mais il y a aussi le soutien provincial. Et c'est ce que vous n'avez pas fait. Vous n'avez pas consulté les gouvernements provinciaux lorsque vous avez envoyé le mot-clic « Bienvenue au Canada ». Et ce qui a fait en sorte que nous avons reçu des centaines de fausses demandes d'asile. Mais ici, je m'éloigne du sujet. On utilise dans les demandes d'asile pratiquement du copier-coller. Il y a des dispositions contenues qui demandent... Est-ce que les dispositions, plutôt, demandent les raisons pour lesquelles on veut devenir réfugié? C'est exactement la raison pour laquelle nous sommes ici, pour étudier les dispositions. Pour nous protéger contre la fraude. Oui, mais ce n'est pas dans le projet de loi. Pourquoi est-ce que ça ne s'y trouve pas? L'approche cible la fraude dans les demandes individuelles ainsi que les fraudes coordonnées pour éviter les problèmes systémiques. Est-ce que les demandeurs d'asile ne devraient-ils pas prouver qu'ils ont tenté de faire leur demande de façon rapide? Pourquoi est-ce que cette disposition n'est-elle pas incluse dans le projet de loi C12? Il y a des dispositions très claires dans ce projet de loi dans les règles d'irrecevabilité. Oui, mais elles seront probablement renvoyées aux tribunaux. Et il y a des changements faciles qui auraient pu faire en sorte qu'on ne se retrouve pas devant les tribunaux. Vous n'avez pas inclus ces détails et je trouve ça très intéressant. Avez-vous fait une étude sur les coûts totaux que nous coûtent les fausses demandes d'asile dans les différents territoires de compétences au cours des 6 dernières années? Réponse rapide. J'ai rencontré mes homologues provinciaux et territoriaux et nous avons eu des discussions sur le soutien. Malheureusement, vous n'avez plus de temps. Vous devrez poursuivre au cours de la prochaine ronde, Madame Rumpel-Garner. 6 minutes. Madame Emmendeep. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Ministre. Merci à nos témoins d'être ici aujourd'hui. Madame la Ministre, j'aimerais vous donner le temps de compléter votre réponse à la question de Madame Rumpel-Garner. Êtes-vous en mesure de nous dire comment le projet de loi C12 nous protégera contre la fraude au sein du système de demande d'asile? Merci. C'est une question importante qui mérite 1 minute ou 2. Alors, le ministère cible et les modèles de fraude et essaie d'interrompre ces techniques en collaboration avec l'Agence des services frontaliers. Et j'aimerais saisir l'occasion de remercier les gens qui sont ici, qui nous aident à cet effet. S'il y a des questions là-dessus, je demanderai à mon collègue ici de répondre, car je sais qu'il aura les réponses. Il s'est aussi présenté à d'autres comités sur ce sujet, parce que la SFC est responsable pour les mesures d'application de la loi en ce qui a trait aux ressortissants étrangers au Canada. Il y a donc une combinaison de programmes, de réformes. On se concentre sur l'intégrité des programmes,
Nous allons augmenter le nombre de refus. Ça a été vu partout au pays selon les demandes qui sont envoyées au ministère. Toutefois, on s'attend à ce que les taux se stabilisent avec le temps, alors que les étudiants et les établissements s'adaptent aux exigences et que les étudiants qui ne sont pas vraiment étudiants n'auront plus un incitatif d'essayer de frauder le système. La bonne nouvelle, c'est que nous voyons une diminution de ce genre de fraude. Il y aura des amendements réglementaires à apporter lorsque ce projet de loi sera adopté, s'il est adopté, qui s'attaqueront à la croissance impossible à suivre. Nous mettons en place des mesures d'intégrité afin d'assurer l'intégrité des programmes d'étudiants étrangers, l'intégrité des étudiants aussi. Je serais heureuse de vous donner plus de renseignements. Le projet de loi et les mesures qui ont été mises en place avant font en sorte que le système découvre la fraude, mais implique aussi des désincitatifs. Et ce sont des renseignements que nous voulons faire connaître aux Canadiens et Canadiennes et aux gens qui pensent faire une demande pour pouvoir résider au Canada, que ce soit une demande d'asile, de réfugiés. Le premier ministre Carney a été très clair dans ses lettres de mandat. Il a été très clair aussi envers les Canadiens et Canadiennes. Notre rôle est de stabiliser les chiffres, de nous ramener à 1% de la population des résidents permanents et de stabiliser les résidents permanents les chiffres de résidence permanente d'ici 2029 à 5% de la population. Il y a aussi des mesures pour attirer les meilleurs talents. Nous sommes évidemment très intéressés à travailler de près avec les acteurs du milieu, les provinces et territoires, afin d'augmenter les chiffres dans l'immigration francophone. Merci pour votre réponse détaillée, Madame la ministre. Prochaine question s'adresse aux fonctionnaires de IRCC. Comme nous le savons, une partie importante du projet de loi C-12 a trait à la capacité du gouvernement de partager des renseignements, que ce soit au sein des ministères ou auprès des forces d'application de la loi. Est-ce qu'un d'entre vous pourrait nous parler des dispositions de ce partage de renseignements et comment elle améliorera la coordination au sein de nos partenaires? Je peux commencer à les répondre. Une partie du projet de loi vise à mieux permettre à IRCC de partager des renseignements au sein du ministère et avec les partenaires du gouvernement fédéral. C'est une partie très importante des dispositions parce qu'elle permettrait de partager les renseignements sur la citoyenneté et les passeports avec nos partenaires dans le pays pour améliorer l'intégrité des programmes du gouvernement et offrir des meilleurs services aux clients. De plus, nous prenons les renseignements très au sérieux, la protection des renseignements. 1 minute, et je vous permettrai de terminer la réponse. Merci, Madame la Présidente. Ces changements permettront d'éliminer des lacunes, nous permettant d'économiser du temps et de l'argent. Nos partenaires auront un accès plus rapide à l'information pour qu'ils puissent confirmer l'identité des gens qui arrivent au Canada comme immigrants. Donc, les immigrants auront accès à des services pour améliorer leur établissement. Ceux qui utilisent différentes activités seront repérés et nous pourrons ensuite faire enquête. Nous allons aussi pouvoir partager des renseignements à l'intérieur du ministère pour réduire les renseignements que les demandeurs doivent soumettre de nouveau dans différents programmes. Donc, les dossiers d'une même personne seront simplifiés et les processus seront plus faciles pour l'IRCC. Merci beaucoup. On arrive à 6 minutes. Nous passons. Oui, merci. Bienvenue à notre comité. C'est à vous, 6 minutes. Microphone, s'il vous plaît.
C'est bon, il faut qu'il actionne, d'accord. Donc, ça me fait plaisir de vous rencontrer, Madame la ministre. Bon, vous le savez, les demandes de réfugiés s'accumulent. Il y a un retard dans les traitements. Souvent, les personnes qui revendiquent le statut sont intégrées dans leur communauté, puis apprennent 2-3 ans après si elles sont ou pas reconnues dans leur statut de réfugié. Ça prend 8-9 mois avant d'avoir leur permis de travail. Donc, il y a une accumulation. Et en ce sens, je me demande comment vous allez faire comme ministre avec les pouvoirs qui vous sont impartis dans la partie 6 du projet de loi, où on prévoit que toutes les demandes jugées recevables par l'agent atterrissent sur votre bureau avant d'être approuvées finalement. Donc, ça veut dire qu'un agent fait le travail. Normalement, si c'est approuvé, le fait circuler, mais là, il y a un arrêt sur votre bureau. Vous ne trouvez pas que vous êtes pas mal occupé, puis que pour être capable de traiter dans des délais raisonnables les demandes d'asile et de réfugiés qui vont atterrir sur votre bureau? Je suis un peu surpris. Il me semble que vous avez pas mal de travail à faire déjà. Merci beaucoup pour ces questions. Vous êtes complètement. Je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup de travail à faire. Alors, c'est pour sa raison que je suis ici avec beaucoup de compétences qui sont assis avec moi. Excusez-moi, Madame la Présidente, juste me dire si vous pensez, comme ministre, être capable de traiter dans des délais convenables tous les dossiers qui vont atterrir sur votre bureau pour avoir votre accord. Parce que, dans le fond, c'est ce qui est prévu dans le projet de loi. Donc, comme vous êtes déjà inondé, je me demande comment vous allez y arriver. Et juste me dire, dans le fond, répondre à ma question, simplement et assez rapidement, s'il vous plaît, ça sera apprécié. Oui, absolument. Moi, je vous demande, M. Gino. Oui, merci pour la question. En ce qui concerne, oui, en effet, on va prévoir une augmentation des demandes qui seront irrecevables à la CICR. Puis, on est en train de se préparer en mesure de s'assurer qu'on a les preneurs de décision nécessaires pour faire face aux augmentations qui sont prévues, pour s'assurer, puis aussi les mesures dans le projet de loi qui tentent de rendre le système plus efficace. Pouvez-vous juste m'expliquer, Madame la Présidente, est-ce qu'on peut m'expliquer qu'est-ce qu'on parle, qu'est-ce que ça veut dire un délai réglementaire? Avez-vous comme une idée du délai que vous aimeriez pour cette étape? Bon, prenons un cas assez concret, là. Il y a une demande qui arrive sur le bureau physiquement, là, puis la recommandation de l'agent, c'est de dire on reconnaît le statut de réfugié. Bon, pouvez-vous me dire, Madame la ministre, parce que c'est important que vous puissiez me dire ça, c'est quoi pour vous un délai réglementaire? Puis, qu'est-ce que vous prévoyez là, pour cette étape-là? Là? S'il vous plaît, je me demande, Madame la ministre, pourquoi vous ne voulez pas me répondre? Parce que ces questions, c'est un peu... Mais c'est votre pouvoir qui est question ici. C'est votre pouvoir à vous, là. Pourquoi vous me déléguez ça à votre fonctionnaire? Parce qu'il y a beaucoup de... ces questions, il y a beaucoup de lois ici aussi. C'est pour sa raison j'ai... Oui, mais Madame la ministre, on parle de votre pouvoir. Là, dans un projet de loi, on vous donne un grand pouvoir. Puis là, si vous n'êtes pas capable de défendre votre pouvoir sans l'aide de vos fonctionnaires, je suis un petit peu surprise parce que ma question n'est pas très compliquée. Je vous demande, c'est quoi un délai réglementaire? Puis avez-vous une idée du délai que vous aimeriez avoir pour cette étape? Dans le fond, c'est assez simple comme réponse. Est-ce que vous connaissez la réponse? Alors, le délai de... Est-ce que c'est le délai de cours ou... Non, alors, les transferts des pouvoirs au rôle de CASA? Madame la ministre, je vais peut-être rephraser ma question. C'est que, dans le fond, dans la partie 6, on vous donne un pouvoir. L'agent va vous recommander la recevabilité d'une demande d'asile. Ça va s'enfiler sur votre bureau. Ce que vous dites dans le projet de loi, votre pouvoir, c'est qu'il va être lié à un délai réglementaire. Je vous demande, c'est quoi un délai réglementaire? Puis je vous demande si vous avez une idée de quel délai vous aimeriez prévoir pour cette étape. Autrement dit, là, les gens qui nous écoutent, qui pensent faire une demande, puis si leur demande est recevable, ça se traite dans combien de temps, cette affaire-là? Là? C'est pas vraiment compliqué comme réponse, là. Alors, c'est pas possible de gérer tous les dossiers en respectant les mêmes délais, quelles soient les circonstances. Alors, chaque cas est individuel. Alors, ça dépend à chaque circonstance. Mais vous n'avez pas peur d'être... quand c'est réglé par un agent, vous n'avez pas peur de retarder le processus, qui est déjà très surchargé? Vous n'avez pas peur de l'engorger, le processus? 1 minute. Alors,
c'est vrai que c'est le ministre, mais ce n'est pas vraiment le ministre. C'est les officiers dans le Pre-Removal Risk Assessment qui fait ces déterminations. Ce n'est pas moi-même. Non, mais je sais, mais vous avez Oui. quand même la responsabilité ministérielle, parce que si je me lève en chambre puis que je dis, vous avez donné l'autorisation à telle personne son statut de réfugié, ben c'est pas votre fonctionnaire qui va répondre. Vous avez une responsabilité ministérielle. Je comprends bien que vous n'allez pas vous mettre à lire toutes les demandes, mais quand même, il doit avoir une analyse qui ont été faites pour savoir dans quel délai raisonnable vous vous engagez à traiter ça. Alors, je pense que les personnes qui veulent faire ces décisions sont des professionnels. Ils sont éduqués. Ils ont fait ça en avant. Alors, oui, on va lui donner un peu de... Parce que vous savez que chaque ministère doit optimiser, couper des travailleurs dans leur ministère. Vous avez eu des objectifs de coupe par votre gouvernement. Et vous inventez pas des ressources humaines. Là. Merci, Madame de Bellefeuille. Merci, Ministre Diab. Okay, next we move to round 2, which is Nous passons à notre deuxième tour de table, des tours de 5 minutes. Nous commençons avec les conservateurs. Monsieur Redekop. Merci, Madame la Présidente, et merci à vous tous d'être ici. J'aimerais rebondir sur une chose qui a été dite sur la population temporaire. Avez-vous dit que nous arriverons à 5 % seulement en 2029? Je pense que c'est les cibles francophones pour 2029. Merci d'avoir posé la question. Donc, le 5 % pour nous, ça serait 2027. Cela m'amène à une autre question. Dans 2 jours, il faut remettre le plan sur les niveaux. Quand est-ce que ce sera présenté? Merci pour la question. La semaine dernière, le premier ministre a dit que la planification des cibles d'immigration ferait partie du budget qui sera présenté le 7 novembre. Merci. Le projet de loi C-12 créer une nouvelle autorité dans la loi sur l'immigration et donne au gouvernement le pouvoir d'annuler des demandes d'asile. Évidemment, on a ajouté cela pour qu'on l'utilise. Donc, quelle demande est-ce que vous avez l'intention d'annuler? Réponse. Le projet de loi n'a pas été rédigé avec cet objectif. Nous ne visons aucune demande précise. Donc, vous avez créé une nouvelle partie à intégrer dans la loi et vous n'avez pas l'intention de vous en servir. Je ne dis pas que nous ne en servirons pas, mais nous ne l'avons pas créé avec cette intention. En fait, cela découle de la période de la COVID. Ce sont des idées qui ont été proposées en 2024 concernant les niveaux de 2024. Et cela fait plus d'une année qu'on y songe. Donc, le 23 septembre, votre fonctionnaire a comparu et il a dit que le nouveau pouvoir permettrait d'annuler beaucoup de demandes. Par exemple, pour les visas obtenus sous fraude, nous voulons les annuler en masse. Est-ce que vous voulez vous en servir pour les faux demandeurs d'asile? C'est certainement une mesure concernant laquelle je pourrais faire des recommandations, mais je dois faire des recommandations au gouverneur en conseil et avoir son accord. Donc, maintenant, nous y allons au cas par cas. Nous proposons ces dispositions pour essayer de traiter ou de voir à l'intérêt public, qu'il s'agisse d'une question de sécurité nationale ou de santé ou de fraude à grande échelle. Donc, est-ce que vous êtes d'accord qu'il faut utiliser cette autorité pour annuler les demandes des gens qui présentent de fausses demandes? Oui, il s'agirait pour utiliser ça pour la fraude en masse. Et quelles sont d'autres situations où vous vous serviriez de ce pouvoir d'annulation en masse? Je reviens à ce que je dis. Les dispositions ne sont pas censées empêcher les gens à protéger d'avoir accès à l'asile. Donc, qui est-ce que vous voulez empêcher? Les gens qui vont s'adonner à la fraude en masse pour diverses raisons.
Et il faudrait justifier de façon transparente l'utilisation de ces pouvoirs parce que nous donnons des comptes au grand public. Est-ce que vous avez des exemples dont vous avez discuté au sein du ministère? Oui, donc si on revient à la COVID, si ces dispositions avaient existé, on aurait fait les choses autrement. Comme quoi? Par exemple, accepter toutes les demandes qui étaient soumises. 1 minute. Donc, toutes les demandes auraient été annulées. Donc, on a continué à accepter des demandes, mais nous n'avons pas pu faire entrer personne sur le territoire. C'est ce qui est arrivé. Donc, après le COVID, nous vivons avec les conséquences. Donc, nous avons plus de 300 000 demandes en attente. Est-ce que c'est votre méthode pour réduire l'arriéré? Encore une fois, les dispositions n'ont pas l'objectif d'empêcher les gens qui ont le droit de venir de venir. Nous voulons empêcher des grands groupes d'individus qui sont là à cause de la fraude. Par exemple, vous parlez des 300 000 demandeurs de fraude, demandeurs d'asile. Nous ne donnons pas au gouvernement le pouvoir d'annuler ces demandes-là. Alors, si je comprends bien, cette loi ne vous donnera pas de nouveaux pouvoirs. Oui, mais pas sur une base de cas par cas. Merci, M. Redekop. Merci, Madame la ministre. Nous passons maintenant à Madame Salma Zaïd. Vous avez 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Merci à tout le monde qui est ici pour notre étude importante. Madame la ministre, mes commettants me disent qu'il faut soumettre les mêmes renseignements plusieurs fois pour leurs demandes, dans toutes les demandes concernant la résidence permanente, ensuite la citoyenneté, et cela complique les choses pour les demandes. Pourriez-vous nous parler des dispositions qui vont permettre de remédier à cette difficulté? Merci pour la question. Une grande partie de ces mesures dans le projet de loi vise à faire exactement ça, de permettre de partager les renseignements et rendre le système d'immigration plus efficace du côté des clients et des demandeurs ainsi que du côté du gouvernement. Les changements proposés permettraient de mieux partager les renseignements des clients, économisant temps et argent. Et les partenaires provinciaux et territoriaux nous demandent cette disposition. Les provinces auraient donc un accès plus rapide aux renseignements qu'ils pourront utiliser pour confirmer l'identité des nouveaux arrivants par le biais du système de l'immigration, et donc les gens auraient accès à des services publics. Les provinces pourront aussi repérer les gens qui fraudent les différents programmes et ont plusieurs identités. Et donc, ça permettra aussi des enquêtes de la SFC, et nous pourrions partager des renseignements avec les clients, ou plutôt sur les clients, sur l'ensemble des programmes de citoyenneté et de passeport. En ce moment, ce n'est pas possible. Donc, cela réduirait les renseignements que les personnes devront resoumettre. Par exemple, si une personne a déjà fait une demande de visa d'étudiant ou de travailleur, ou même un visa de visiteur, si la personne veut ensuite demander la résidence permanente, nous pourrons nous servir des mêmes renseignements et vérifier ces renseignements pour nous assurer que ce sont les mêmes renseignements qui sont fournis. Et donc, on évite le dédoublement des dossiers pour une même personne, et ça rend les décisions concernant la citoyenneté et les demandes de passeport plus efficaces, permettant assurer l'intégrité des programmes et repérer la fraude. Merci. Vous avez parlé des annulations de demandes en masse. Donc, ce ne serait pas pour les demandes d'asile. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? De quoi s'agit-il pour ces annulations en masse? Vous avez raison.
Les annulations de masse ne s'appliqueraient pas aux demandes d'asile, mais aux cas exceptionnels qui ne sont pas définis dans la loi parce que il faut quand même donner un maximum de discrétion au gouverneur en conseil. Mais il pourrait s'agir comme des situations comme la pandémie ou des menaces à la sécurité canadienne. Donc, ces mesures nous permettront d'intervenir en cas de fraude à grande échelle. Donc, cela permettra d'annuler des documents d'immigration ou des suspensions de documents ou de demandes de documents. Et aussi, les demandes d'asile ne sont pas couvertes par ces pouvoirs. Ces pouvoirs ne visent pas les clients vulnérables. Et il y a un processus rigoureux pour nous en assurer. Donc, les pouvoirs visent à protéger les intérêts du Canada concernant la sécurité, l'immigration et ainsi de suite. Merci. Merci, Madame la ministre. Madame de Bellefeuille, 2 minutes et demie. La présidente. Madame la ministre, vous, dans le projet de loi, ce qui est prévu, c'est qu'un demandeur, une personne ne peut pas faire sa demande de réfugié d'asile après 1 an qu'il vive au Canada. Et je me pose certaines questions parce que certaines personnes pourraient se retrouver dans une situation où, après 1 an, la situation dans leur pays a changé. Et que, donc, le retour peut mettre en péril leur vie. Alors, qu'est-ce qui arrive avec ces personnes-là qui, après 1 an, font une demande d'asile parce que, dans leur pays, la situation a changé? Qu'est-ce qui va arriver à ces gens-là? OK, merci pour ces questions. On a envisagé cette question. Alors, si il y a des changements après 1 an, les personnes touchées par ces nouvelles interdictions auront accès à un examen de risque avant renvoi. That's the pre-deportation assessment. So, s'il est présenté dans les délais réglementaires, une demande sur soi au renvoi jusqu'à ce IRCC prenne une décision relativement au risque auquel la personne pourrait être soumise. Merci, madame. Donc, on parle sécurité dans le pays ou peut-être que la personne du pays où à l'origine, par exemple, l'homosexualité est très, dans le fond, vive une répression parce qu'il peut se passer plein de choses. Donc, tous les motifs qui mettraient en péril la sécurité de la personne, même après 1 an, la personne pourrait faire un examen des risques avant renvoi. C'est ça que j'ai compris. OK? Au niveau de l'irrecevabilité de la demande, pourquoi on a choisi le 20 juin comme date butoir? Y a-t-il une raison qui explique le 20 juin comme date butoir? Oui, il y a une bonne réponse pour ce date, parce que c'est le date que Canada a commencé à... 30 secondes. Qu'est-ce que c'est en français? Canada a commencé à... They started to track people coming into the country. C'est la date à laquelle on a commencé à attirer les gens chez nous. Leur entrée. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi cette date. That's why we chose that day. C'est tout. Vous m'avez donné des Merci, petites secondes. Madame de Bellefeuille. Merci, Minister. Okay, next we have 5 minutes for Mr. Menegas. 5 minutes, Monsieur Menegas. Merci, Madame la Présidente. Merci à la ministre et aux fonctionnaires d'être ici aujourd'hui. Ghulam Hussain, un Pakistanais qui a été reconnu coupable au Royaume-Uni pour des activités sexuelles d'un adulte avec un enfant, et pourtant il a été permis d'entrer au Canada. Comment est-ce que ça peut se produire? Merci pour la question. Il y a une vérification qui est faite pour toute personne qui veut visiter le Canada. Madame la ministre,
On parle d'un violeur d'une jeune fille qui est sur le registre du Royaume-Uni pour les délinquants sexuels. Alors comment a-t-il même pu avoir un visa? Encore une fois, les Canadiens s'inquiètent lorsqu'on fait des rapports de quelqu'un qui a commis un crime grave ailleurs qu'au Canada, et c'est exactement la raison pour laquelle le Canada doit maintenir son système de vérification. Vous me donnez ici des lignes préécrites. Je vous parle d'un cas véridique d'un homme qui est arrivé ici, d'un pays du G7, qui était inscrit dans le registre des délinquants sexuels du Royaume-Uni. Vous ne pouvez pas me répondre avec une ligne préécrite. Comment est-ce que cette personne est arrivée dans notre pays? IRCC ne peut divulguer, ne peut parler de cas spécifiques, mais celui-ci est public. Alors, je peux vous dire ce qu'a décidé le tribunal. Ils ont indiqué que l'individu est déménagé en Espagne en 2020, est arrivé en 2023 sous un visa de visiteur, n'a pas fait part de son historique criminel et maintenant, il est irrecevable et a été déporté. Cette réponse est générale. Le 6 octobre 2025, la journée où vous étiez ministre de l'Immigration ici dans ce pays, est-ce que tout ce qui est nécessaire ici, est-ce que ça vous convient que quelqu'un ne coche pas une case qui dit « j'ai un dossier criminel » et c'est assez comme vérification? Une bonne vérification aurait certainement découvert les antécédents de cette personne. Le Canada a un processus de vérification robuste. Oui, mais ça n'explique... Vraiment? Parce que ça n'explique pas. Quelqu'un qui est dans un registre peut entrer au Canada. Et ça pose la question, combien de ces personnes sont ici, se promènent dans nos centres communautaires, dans nos écoles, près de nos enfants? Madame la ministre, tous membres de l'ISIS, Ahmed Al-Mustafa, NDD, sont arrivés ici en 2018 et ont déménagé chez moi à Richmond Hill. Quelque temps après avoir reçu leur citoyenneté canadienne, un mois plus tard, le SCRS a découvert qu'il planifiait une attaque terroriste dans la région du Grand Toronto. Le SCRS a même trouvé une vidéo que nous avons pu obtenir, c'est très facile, elle est en ligne, d'un qui a démembré un prisonnier avec un sabre en 2017. Et pourtant, vous l'avez laissé entrer dans notre pays et s'installer dans ma circonscription. Et ça a pris au SCRS quelques années de réaliser l'erreur. Probablement parce que quelqu'un a fait une dénonciation sur leurs activités terroristes qui planifiaient s'attaquer aux Canadiens dans la région du Grand Toronto. Le ministère IRCC est responsable de l'immigration. Les ressortissants étrangers font l'objet d'une vérification avant d'entrer ici. Nous travaillons avec la SFC, avec nos partenaires dans les forces de l'ordre. Nous travaillons dans le système et les gens sont traités de la bonne façon. Et c'est la raison pour laquelle il y a un autre projet de loi en Chambre qui gère les criminels. Vous avez mentionné la SFC. Ils ont témoigné ici, disant que les fonctionnaires de l'IRCC peuvent émettre des permis, même si la SFC a donné une vérification négative. Pourquoi? Pardon, quoi? L'IRCC peut renverser une décision de la SFC. La SFC décide que cette personne est irrecevable, donne une vérification, une évaluation négative, et l'IRCC a et fait parfois un renversement de décision de la SFC. Comment est-ce que c'est possible? Pourquoi est-ce que ces personnes ont la permission de se retrouver dans nos rues, chez nous? Nous sommes ici pour parler du C12. C'est pour détecter la fraude et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui afin que votre comité puisse faire les meilleures recommandations possibles au comité de la sécurité. Si vous voulez faire une recommandation pour inclure cela dans le projet de loi, en tout ce qui a trait à la fraude ou toute autre recommandation que vous aimeriez faire. Merci, Madame la Ministre. 5 minutes pour Monsieur Zuberi. Merci, Madame la Présidente, et aux témoins d'être ici. J'aimerais faire un suivi sur la question qu'on vient d'entendre. C'est peut-être plus pour les fonctionnaires qui pourront entrer dans les détails. Mais je suis curieux.
Est-ce que le niveau de vérification a augmenté au cours des années? On vient de parler de causes, de cas qui datent d'il y a déjà 10 ans. Est-ce qu'on s'assure maintenant que la sécurité des Canadiens et Canadiennes demeure intacte? Question détaillée, les fonctionnaires voudront peut-être répondre. Nous avons procédé à une modernisation. Maintenant, on prend les données biométriques, les empreintes digitales. Nous avons un système complexe. Je vais vous donner la parole et vous pourrez expliquer la façon dont les choses ont évolué et ce sur quoi nous travaillons pour moderniser davantage le système. Merci pour la question, Madame la Présidente. J'aimerais souligner quelques domaines là où nous avons apporté des améliorations sur la vérification. Nous travaillons avec les données biométriques, avec nos partenaires. Comme vous le savez, tous les ressortissants étrangers font l'objet d'une vérification afin de déterminer leur recevabilité. Nous avons aussi une évaluation qui évalue l'admissibilité des gens qui sont pour entrer au Canada selon les données criminelles et différents articles de la loi. Nous nous assurons d'évaluer toutes les demandes de résidence permanente, citoyenneté. Nous travaillons avec le SCRS, la SFC et autres partenaires. Nous recueillons aussi des données biométriques afin de nous assurer d'avoir de bons paramètres et cela est utilisé sur la base de la gestion de notre système. J'ai très peu de temps, alors ma question c'est, est-ce que nos pratiques évoluent afin de s'assurer que tout malfaiteur ne puisse entrer au pays? Le 17 janvier de cette année, nous avons mis en place des amendements. Il y a un accord entre le gouvernement du Canada et des États-Unis pour le partage de visas et d'immigration. Ces changements ont permis un échange automatique de renseignements biométriques sur les résidents canadiens et américains. Merci, ça nous aide grandement. Alors, nous obtenons des renseignements des États-Unis. Ça nous aide certainement, ça répond à ma question. J'ai environ 2 minutes 30. Maintenant, pour la conformité à la charte. On a parlé des contestations qui pourraient se produire, qui incluent différents organismes qui ont une expertise dans le domaine. Nous savons que toute loi doit passer le test de la charte. Alors, quelles vérifications ont été faites pour s'assurer que la loi respecte la charte? Le gouvernement croit que le projet de loi se conforme à la charte. Les ministères ont évalué les mesures et les ont comparées à la charte. Ça a été fait avec le projet de loi C2. Lorsqu'il a été déposé, nous savons que les dispositions dans le projet de loi C12, celui que nous étudions, sont identiques à celles du C2. Alors, on propose des amendements qui sont conformes à la charte, que ce soit pour l'irrecevabilité de l'asile, des demandes d'asile, et les pouvoirs de contrôle des documents. Il y a 4 différentes parties dans le projet de loi. C'est la même chose pour le partage d'informations et les demandes d'asile. Suivi à la question de Mme Bellefeuille par rapport what happens quand la situation change ou la situation d'un applicant change. And you've referred to the pre-removal risk assessment. Vous avez fait mention des examens des risques avant renvoi. C'est une procédure assez robuste. Alors, comment est-ce qu'on fait fonctionner les choses? Lorsqu'une situation change pour quelqu'un qui mériterait une demande normale, mais la situation n'est pas aussi robuste. Alors, du côté du ERR, si la situation change pour cette personne, elle peut le déposer comme preuve au cours de l'examen des risques avant renvoi. On parle de professionnels formés qui mèneront ces audiences juridiques et qui pourront confirmer les faits.
Le système devrait être efficace. Évidemment, lorsque nous commencerons, ça prendra un peu de temps, mais le système deviendra plus efficace et sera plus productif. Merci, Madame la ministre. Nous passons maintenant à notre troisième ronde. Nous allons débuter avec 5 minutes, Monsieur Ma. Sous l'article 81 de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, il y a combien de mandats ont été émis et quels ont été les résultats? Ça n'appartient pas à mes responsabilités. L'IRCC n'émet pas de mandat. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait. On travaille avec la SFC, nos partenaires. Oui, je comprends la SFC et que c'est la SFC qui exécute le mandat, mais c'est le ministère de l'IRCC qui détermine la validité d'émettre un mandat pour une personne en particulier. Non, ça n'appartient pas à l'IRCC de le faire. Alors, la réponse courte, c'est vous ne savez pas. Vous ne savez pas combien de mandats ont été émis, combien ont été exécutés, ça n'a jamais été rapporté au gouvernement. Ça ne dépend pas de mon ministère. Peut-être que la SFC pourrait faire un commentaire. Nous avons le fonctionnaire juste ici. Non, nous allons passer à autre chose. Votre ministère laisse entrer des gens et vous perdez leurs traces. C'est ce que la GRC et la SFC ont déclaré dans d'autres séances. Ils ont carrément perdu la trace de ces personnes. Alors, c'est pas étonnant que nous ayons un tel gâchis avec 300 000 personnes et on ne sait même pas où les criminels se trouvent. Pour l'article 82, les gens sont arrêtés sous les pouvoirs 82.1 de la LIPR. Alors, combien de personnes sont détenues? L'IRCC ne détient personne. Nous attendons à ce que les détenteurs de permis, les résidents temporaires, quittent lorsqu'ils doivent le faire. Et ensuite, c'est la SFC qui reprend les rênes. Alors, c'est simplement volontaire. Passons à autre chose. Combien de numéros d'assurance sociale ont été donnés selon l'article 90? Ça dépend certainement de votre ministère. Numéro d'assurance sociale? Non, ça ne dépend pas de l'IRCC. C'est Service Canada. C'est un article particulier, 90. Ce ne sont pas pour les Canadiens ou les résidents permanents. Ça dépend de l'immigration, du ministère de l'immigration. On peut vérifier, Est-ce que vous savez combien de mesures de renvoi ont été émises et combien ont été exécutées? Vous n'avez pas ces chiffres non plus. Alors là où je veux me rendre, c'est que beaucoup de ces données ne sont pas disponibles pour le Parlement, pour les Canadiens et Canadiennes. Alors, comment est-ce qu'on s'attend à avoir un ministère transparent et digne de confiance alors qu'on n'a pas ces données, qu'il n'y a pas de rapports réguliers qui sont faits au Parlement et aux Canadiens et Canadiennes? Encore une fois, nous sommes ici pour parler du projet de loi C-12, comment le renforcer, les recommandations qui sont à faire. Oui, et c'est ce que je veux dire. Vous avez ici la possibilité, avec le projet de loi C-12, d'appliquer et d'améliorer ces mesures, tant qu'à y être. Alors, laissez-moi passer au dernier élément. J'aimerais répondre. On me dit que ces données sont disponibles sur le site Web de la SFC. Quelles données? Monsieur McCrory, vous voulez répondre? Nous publions sur notre site Web tous les inventaires, incluant les mandats d'arrêt. Ce sera dans notre inventaire de personnes recherchées. C'est couvert pour les renvois. Il y a ceux qui ne sont pas possibles, etc. D'accord. Alors, pour terminer ce sujet, pour les Canadiens, pour le Parlement, nous attendons à avoir un rapport plus complet sur tout ce qu'il y a
trait aux immigrants et réfugiés, comme doit le faire le ministère, incluant les données qui sont fournies par la SFC. Pour clarifier une question qui a été posée plus tôt, un commentaire. Vous avez parlé des annulations de masse. Pour la voie de Hong Kong, il y a plus de 20 000 demandeurs. Désolé, vous n'avez plus de temps. Vous devrez poursuivre votre question plus tard. Merci. Merci, Madame la ministre. 5 minutes pour Madame Sodi. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais demander aux gens du ministère de la Justice de répondre à mes prochaines questions. Ce projet de loi présente 2 nouvelles règles d'irrecevabilité qui ne permettent pas aux gens de faire une demande d'asile s'ils sont au Canada depuis plus d'1 an ou s'ils ont traversé de façon irrégulière des États-Unis et attendent plus de 14 jours pour faire leur demande. Pouvez-vous expliquer la raison pour laquelle ce projet de loi est conçu ainsi et pourquoi ces délais particuliers? Madame Afzar? En termes de pourquoi, c'est que ça dépend de la logique. Ça serait Jason ou Jean-Marc qui pourraient vous répondre. Ce qui a trait à la charte et tout l'attrait légal, ce serait moi. Monsieur Holman, ces dispositions sont là pour protéger le système en ce qui a trait à l'augmentation des demandes et pour mettre en place des incitatifs. Les 14 jours visent à respecter l'accord entre les pays tiers avec les États-Unis. Donc, n'importe qui traverse la frontière de façon irrégulière en 14 jours est sujet à cet accord et retourne aux États-Unis. Après 14 jours, cette règle ne s'applique plus. Alors, il y a des situations particulières. Ici, certains essaient d'éviter l'accord que nous avons et de pouvoir rester ici. En ce qui a trait à la période d'1 an, c'est facile à comprendre, en fait. C'est que beaucoup de demandes sont faites dans l'année de l'arrivée au Canada et nous tentons simplement de créer un désincitatif pour les gens qui veulent simplement prolonger leur séjour. Avec ces dispositions, quel effet, selon vous, auront ces dispositions sur le système de demande d'asile? The two ineligibilities are designed to... Les 2 critères vise à éviter qu'on ait une trop grande nombre de demandes soudaines. Donc, on va procéder à l'évaluation des risques avant renvoi qui ont les mêmes critères que les protections de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Donc, les personnes qui ont recours à ces 2 programmes ont les mêmes protections. Les autres mesures concernent des réformes au système du point de vue d'essayer de simplifier les éléments où nous avons vu trop de demandes. Donc, on essaie de faciliter les choses qui font des demandes. Par exemple, le fait de demander juste une fois les renseignements au lieu de poser la question 3 fois. Ou demander les renseignements 3 fois. Madame la ministre, le projet de loi C-12 permettrait au ministère de l'Immigration de partager des renseignements à l'intérieur du ministère. Pourriez-vous nous en parler plus sur le travail de l'IRCC et la capacité de traitement des demandes va changer lorsque les dispositions seront adoptées? Il vous reste 1 minute. Les nouvelles dispositions vont faciliter le partage des renseignements et des dossiers entre les bureaux de passeport, de citoyenneté et d'immigration. Donc, pour les clients, ce sera plus facile, comme vient de le dire mon collègue.
Donc, la personne n'aura pas à soumettre 3 demandes avec les mêmes renseignements. Nous pourrons combiner les renseignements et les utiliser pour les différentes demandes. Cela nous permettra de réduire les cas de fraude, nous assurer que nous avons en fait affaire à la même personne. Nous pourrons mieux identifier les personnes. Donc, les personnes ne pourront pas dire une chose aujourd'hui et fournir d'autres renseignements dans 2 ou 3 ans lorsqu'ils font une demande de citoyenneté. Donc, nous pourrons aussi partager les renseignements avec les provinces et les territoires. Ce n'est pas le cas actuellement, mais avec la mise en œuvre, ça va nous permettre de dicter les accords à conclure avec les gouvernements provinciaux et territoriaux en termes de ce que nous pouvons partager et la manière dont les provinces et les territoires s'en servent, la manière appropriée. Donc, il y a beaucoup de garde-fous dans la loi. Merci, Madame la ministre, et merci, Madame Sohier. 2 minutes et demie, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la ministre, rapidement, pouvez-vous, j'ai pas trop compris pourquoi vous avez maintenu la date butoir là, du 24 juin 2020. Pouvez-vous juste me le dire rapidement, là? J'ai pas compris. En français, c'est le date que Canada a commencé à obtenir the entry-exit à l'aéroport. Parfait, Quand OK. vous revenez à Canada, c'est... Parfait. Ouais. Pourriez-vous me dire, par exemple, si cette disposition-là pourrait être levée, si, dans certaines circonstances, une personne pourrait être mise en danger ou l'intérêt public pourrait être mis en cause? Est-ce que c'est une disposition qui pourrait être levée? Est-ce que vous en avez le pouvoir ou c'est vraiment rigide là, dans le projet de loi? Est-ce que j'ai le pouvoir pour... Est-ce qu'il y a une disposition qui pourrait être, cette disposition-là du 20 juin 2020, est-ce qu'elle pourrait être levée si dans une circonstance particulière où l'intérêt public est en jeu? Ou... OK. Donc, le date est là, comme Madame la ministre a indiqué, parce que c'est le date où le système entrée-sortie a commencé. On a la crédibilité des données pour savoir que quelqu'un a vraiment rentré. Parfait. Donc, on utilise Pouvez-vous répondre à ma question, parce que j'ai juste 2 minutes et demie. Est-ce que, dans un cas, est-ce que cette disposition-là pourrait être levée si on a une situation où l'intérêt public, par exemple, peut être en cause? On ne prévoit pas changer le date. Parfait. Madame la ministre, ce qui m'inquiète, puis je pense que ce qui inquiète le Bloc québécois, c'est qu'avec les changements législatifs, on veut vraiment s'assurer que ceux qui ont besoin de protection passent pas dans les mailles du filet, puis ne reçoivent pas la protection nécessaire. Et on est vraiment inquiet sur le fait que l'évaluation de risque avant renvoi, quand on regarde les statistiques, là, on le sait que le taux de succès ou le taux d'obtention de rester ici est assez faible. Et on est inquiet que c'est la seule mesure là, qui reste pour dernier recours pour une personne qui demande le statut de réfugié et l'asile. Dans le 14 jours, Madame la ministre, on sait que, bon, après 14 jours, on va mettre en place, si la personne a rentré illégalement ou quitte au Canada après 14 jours, on le sait qu'il y a des pays. On prend Haïti. Alors, si on a une personne en provenance des États-Unis qui est d'origine haïtienne, on ne peut pas le renvoyer parce que c'est un pays où il y a un moratoire de renvoi. Donc, est-ce que le projet de loi répond au fait qu'on ne va pas laisser une personne qui a besoin de protection sans avoir tout le fardeau de la preuve pour prouver qu'il vient d'un pays où sa sécurité est vraiment en péril? Merci, Madame de Bellefeuille. We're just going to have to respond to that in the next round. I'm sorry about that. Il va falloir répondre lors du 2e tour. Nous avons M. Davis pour 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Madame la ministre, le gouvernement fédéral a dépensé $1 milliard pour des chambres d'hôtel pour des demandeurs d'asile. Dans ma région, il y avait 5 065 $. Comment est-ce que vous avez pu décider que c'était correct d'enlever
1406 salles de chambres d'hôtel, de les retirer du marché pendant 6 mois. Il y a eu des pressions, en particulier en Ontario et au Québec, pour les municipalités. Le gouvernement fédéral a accordé des fonds aux municipalités pour les aider avec cette pression. Et je puis vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de demandeurs d'asile dans les chambres d'hôtel. Donc, les chambres d'hôtel ont été libérées pour le marché. J'y reviendrai. Le maire de Niagara Falls en a parlé avec moi et il a dit que lorsque les touristes viennent visiter la région, ils ont besoin de chambres d'hôtel. Et les répercussions sur les restaurants et les attraits touristiques, les événements, même une visite guidée près des chutes, ce sont les grands secteurs à Niagara. Nous avons besoin de des touristes. Dans votre analyse, est-ce que vous avez fait une analyse des répercussions négatives sur le PIB régional de Niagara, étant donné que vous avez enlevé les meilleures chambres d'hôtel du marché? Encore une fois, je ne peux pas maintenant confirmer ou nier ces faits-là. Je ne les connais pas, les faits précis à Niagara. Mais je puis vous dire qu'en ce moment, il n'y a plus de demandeurs d'asile dans les chambres d'hôtel. Ce n'est pas ce que je demande. Niagara Falls a 85 000 habitants et vous avez pris les meilleures chambres d'hôtel, vous les avez retirées du marché pendant 1 an et demi. Des gens ont perdu leur emploi. L'industrie du tourisme a perdu de l'argent. Il y a eu un énorme impact. Donc, comment est-ce qu'on peut imposer une telle incidence sur une communauté par le retrait de 1400 chambres d'hôtel du marché pendant 18 mois? Encore une fois, il y a eu beaucoup de personnes à placer. Il fallait trouver des refuges. Le gouvernement fédéral a offert un financement aux municipalités afin qu'elles puissent s'occuper de ces gens-là. Madame la ministre, Olivia Cha, la mairesse de Toronto, a dit qu'elle devra augmenter les impôts pour pouvoir financer les services aux demandeurs d'asile. Vous avez dit que ces gens-là ne sont pas dans des chambres d'hôtel. Où sont-ils? Réponse, ils ont été déplacés dans d'autres logements. Encore une fois, certains demandeurs d'asile ont du travail, certains fréquentent l'école, ils ont des permis de travail ou d'études. Donc, ces personnes-là travaillent dans vos collectivités. Ceux qui ne pourront pas rester parce que leurs demandes ne sont pas fondées, eh bien, nous allons leur demander de partir. Mais ceux qui restent seront des personnes protégées et auront des permis de travail. Le premier ministre Ford a dit il y a quelques mois, il voulait offrir des permis de travail, mais je puis vous dire que c'est l'IRCC qui émet ces permis. Nous nous assurons qu'il ne s'agit pas de criminels. Donc, il y a des gens qui travaillent et qui habitent dans les collectivités. Merci. Ils vivent dans des collectivités, mais la mairesse de Toronto a dit qu'elle devra augmenter les taxes résidentielles de 2 pour pouvoir réagir à l'incidence des chambres d'hôtel qui ont été perdues à Toronto. Donc, comment est-ce qu'on peut se rétablir de ces répercussions économiques? Au début, le financement visait des logements à court terme. Ce n'est plus le cas. Maintenant, nous offrons des logements à long terme. Par exemple, il y a la collectivité de Peel. Merci, Madame la ministre. Merci, Monsieur Davies. Nous allons passer à Madame Saïd pour 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Je reviens à partage des informations.
Donc, l'IRCC partagerait des informations avec d'autres ministères pour permettre aux nouveaux arrivants d'avoir accès à des programmes et des services auxquels ils ont droit. C'est bien cela. Oui, nous allons pouvoir faire les choses plus rapidement et plus efficacement si les provinces ont accès à ces renseignements-là dans une source à guichet unique. Comment est-ce que cela va bénéficier aux provinces, ou plutôt aux nouveaux arrivants? Réponse. Je prends le gouvernement fédéral comme exemple. Lorsque les immigrants arrivent, ça, c'est une demande à faire. Ensuite, il faut faire une demande de citoyenneté. Il faut recommencer à fournir les renseignements. Ensuite, il doit faire une demande pour un passeport. Donc, si nous pouvons simplifier toutes ces demandes, ce sera plus efficace, ça prendra moins de temps et ça permettra d'améliorer l'intégrité des services et ce sera mieux pour les clients. Ces demandes exigent un délai assez long et il faut embaucher des gens pour traiter les demandes. Donc, les gens s'inquiètent à savoir s'ils ont bien fourni tous les renseignements nécessaires. Donc, si nous pouvons les aider et rendre les choses plus faciles, cela nous aide aussi parce que nous n'avons pas à traiter ces renseignements 3 fois. Donc, c'est plus efficace comme processus et nous pouvons nous concentrer sur d'autres choses. Merci. Le gouvernement a investi plus de ressources dans la Commission de l'immigration et du statut de réfugié pour qu'on puisse mieux traiter ou rapidement traiter les demandes. Mais le système est toujours engorgé. Donc, cela prend plus de temps pour les nouveaux arrivants de pouvoir commencer leur nouvelle vie au Canada. Comment les mesures dans le projet de loi vont-ils permettre d'avoir une audience plus rapidement pour les demandeurs d'asile? Oui, certainement. Je veux juste m'assurer de vous donner des renseignements précis. Encore une fois, il y aurait une seule demande à faire en ligne. Nous allons apporter des modifications à la loi pour préciser les documents dont on aura besoin pour faire la demande d'asile. Et ces renseignements seront fournis en ligne. Donc, nous avons besoin de cette autorité pour pouvoir changer le processus de demande en ligne. Et donc, nous pourrons fournir les renseignements à CISR plus rapidement. Les renseignements seront reçus plus rapidement en ligne et il s'agira d'une seule demande. Donc, une fois que CISR reçoit la demande, elle aura toute l'information nécessaire aux audiences, au lieu de devoir attendre que les renseignements viennent de plusieurs sources. Donc, les changements feront en sorte que les exigences soient pareilles si on fait une demande sur le territoire du Canada ou à un point d'entrée. Ce sera plus facile de traiter les demandes. Donc, le processus sera plus efficient pour CISA, mais aussi pour les demandeurs. Et quelle est la réduction des délais d'attente qu'on prévoit grâce à ces changements? Je ne suis pas certaine de pouvoir répondre à cette question. Il vous reste une question. Nous n'avons pas ces chiffres-là parce que ça dépendra également du nombre de demandes reçues. Mais comme la ministre l'a expliqué, nous changeons la façon de faire la demande, nous changeons la façon de réviser les demandes et de partager les renseignements pour arriver aux audiences plus rapidement plutôt. Et nous essayons d'éliminer les demandes incomplètes pour ne pas que nos agents aient à les traiter et perdre leur temps à le faire. Il y aura aussi des modifications dans la façon d'avoir accès à des personnes ressources pour les gens qui ne comprennent pas le processus. Le système va offrir ces ressources pour aider les gens à faire leur demande plus rapidement. Le temps est écoulé. Chers collègues, c'est une session de 2 heures. Je me demande
si tout le monde serait d'accord pour faire une pause de 5 minutes et nous pourrons prolonger la réunion de 5 minutes par la suite. Donc, personne ne perdra de temps. Est-ce que vous êtes d'accord pour une pause de 5 minutes? Est-ce que le comité est d'accord? Madame de Bellefeuille, avez-vous besoin d'une pause? Chers collègues, allez-y, Monsieur Farkas-Karos. Oui, nous faisons d'habitude une pause pour changer de groupe de témoins, donc je ne crois pas qu'il sera nécessaire de prolonger de 5 minutes à la fin. Je sais qu'il n'y a pas de protocole à cet égard. Je veux m'assurer qu'on ne perde pas de temps. Nous sommes tout à fait à l'aise pour continuer. Et Madame de Bellefeuille? Prendre quelques minutes pour laisser une pause à nos interprètes. Je pense que ce serait bienvenu. Un petit peu de pause, mais je ne suis pas d'accord qu'on prolonge de 5 minutes la rencontre. Parce que, comme dit M. Fragikatos, on fait souvent un changement de panel de témoins sans ajouter des heures. Donc, un petit 5 minutes juste pour donner une pause à nos interprètes qui sont excellentes, qui me permettent de participer pleinement à la rencontre aujourd'hui. Merci, Ms. Rumpel-Garner. Madame Rumpel-Garner, pourquoi est-ce que nous faisons ça? Nous ne faisons jamais ça. C'est une réunion de 2 heures. Madame Rumpel-Garner, je demande au comité si vous voulez une pause de 5 minutes. Si vous êtes contre cette idée, d'accord. Vous avez dit non, donc nous allons continuer. Donc, nous passons à notre prochain tour. Malgré que les autres membres aimeraient peut-être une pause, nous passons à Madame Rumpel-Garner pour 5 minutes. Merci. Je suis là pour travailler, Madame la Présidente. Nous le sommes tous. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, je tiens à être claire. En ce moment, il n'y a aucun demandeur d'asile dans une chambre d'hôtel ou dans un logement temporaire en ce moment. Il n'y a pas de demandeurs d'asile dans des chambres d'hôtel. C'est ce que j'ai dit. Évidemment, ils sont hébergés par les municipalités, mais ils ne sont pas dans les chambres d'hôtel payées par le gouvernement fédéral. Donc, vous ne payez pas pour que ces demandeurs d'asile soient hébergés ailleurs. Nous avons transféré des sommes à des municipalités. Mais il n'y a aucun demandeur d'asile en chambre d'hôtel. Donc, ce que vous avez fait, vous avez éliminé les chambres d'hôtel et vous allez forcer les gens à être dans la rue tout en dépensant plus d'argent. Est-ce que c'est juste? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Merci. J'aimerais revenir sur les annulations en masse. Pour revenir à ce que vous avez dit, vous dites que cette partie ne s'applique pas aux demandeurs d'asile. C'est juste. Ces pouvoirs sont pour des cas exceptionnels de fraude, de crise de santé, des pandémies, la sécurité nationale, et pas pour les demandeurs d'asile. Il y a un article qui vous donne des pouvoirs d'annuler les demandes d'immigration, et ça n'inclut pas la fraude, et on ne définit pas l'intérêt public. Vous n'avez pas été en mesure de nous donner un exemple spécifique d'un moment où vous utiliseriez ces pouvoirs. Alors, je me pose la question, pourquoi demandez-vous au Parlement de vous accorder ce pouvoir d'annuler le visa de résidence permanente de quelqu'un si vous ne pouvez même pas nous donner un exemple d'une situation où vous utiliseriez ce pouvoir? Comme je l'ai dit auparavant, on n'utiliserait pas ces pouvoirs pour des cas individuels. L'intérêt public n'est pas défini dans la loi pour permettre une certaine marge de manœuvre afin que le gouvernement puisse répondre à différentes situations. Vous parlez de ces exemples, par exemple la pandémie, lorsqu'il y avait beaucoup de visas ou de lettres d'étudiants émises de façon frauduleuse. Non, je n'ai jamais dit ça. J'essaie de trouver un exemple parce qu'il me semble que vous tentez de vous donner, à vous et votre ministère, plus de pouvoir pour corriger des erreurs dans le système qui ont été faites en faisant une vérification qui affecte de vraies personnes avec de vraies vies. Vous demandez au Parlement de donner à votre ministère le pouvoir
d'annuler la vie des gens qui viennent ici et qui ont reçu des visas de résidence temporaire sans donner de définition. Non, ce n'est absolument pas le cas. L'IRCC n'aura pas ce pouvoir. Mais c'est un décret, non? Nous allons émettre un décret qui serait rendu public. Mais ça n'a pas à voir avec le Parlement. Madame Rempel-Garner, veuillez laisser la ministre répondre. On vous a posé une question disant à qui s'applique. Si on vous demandait à qui s'applique cette mesure, qu'est-ce que vous répondriez? Encore une fois, c'est là pour nous protéger. C'est qui, nous? Le gouvernement, la population canadienne, pour des raisons d'intérêt public. C'est pour intervenir lorsque, dans l'opinion du gouverneur en conseil, il est dans l'intérêt public de le faire. Le gouverneur en conseil a le pouvoir de protéger le Canada de certains groupes d'immigrants. Il y a une augmentation d'exploitation. Je ne crois pas avoir besoin de vous le mentionner. Nous avons tiré plusieurs leçons de la pandémie de COVID. Nous avons vu les écarts dans notre système. Pourquoi punir les victimes de traite de personnes? Il semble que vous allez annuler les visas de résidence permanente d'un groupe de personnes sans même définir. C'est exactement ce que vous dites. Nous voulons simplement que les choses fonctionnent mieux. Vous avez dit protéger les Canadiens des gens. Quels gens? Pour protéger les Canadiens des crises publiques. Merci, Madame Rempel-Garner. Madame la ministre, 5 minutes pour Monsieur Zuberry. Merci, Madame la Présidente. Encore une fois, merci aux témoins d'être ici. Nous l'apprécions. J'aimerais poursuivre la ligne de questions précédente sur l'intérêt public et l'annulation de demandes. Vous dites que l'intérêt public n'est pas défini dans la loi. Y a-t-il une définition générale de l'intérêt public qui est acceptée en général par les tribunaux, par exemple, ou dans l'immigration générale? Nous avons décidé de ne pas définir l'intérêt public dans la loi afin de donner une marge de manœuvre au gouvernement à réagir dans des circonstances imprévisibles. Évidemment, je ne peux pas prédire ces circonstances. C'est la raison pour laquelle on dit qu'elles sont imprévisibles. Mais c'est aussi la raison pour laquelle nous avons cette mesure dans le projet de loi. Tout cela vise à protéger l'intérêt public, incluant la protection de l'intégrité du système d'immigration, la sécurité, la santé des Canadiens, la sécurité de nos frontières, répondre à des urgences à grande échelle ou autres scénarios imprévisibles. Chaque utilisation de ces pouvoirs serait décidée par le gouverneur en conseil après avoir considéré plutôt chaque facteur et protéger les conséquences sur les gens et protéger aussi les gens dans leurs droits accordés par la Charte. Chaque décret sera publié dans la Gazette du Canada qui publiera tous ces renseignements. Alors, vous dites que ça serait défini par un décret? Oui, exactement. Vous avez aussi donné une liste de dossiers qui pourraient soulever l'utilisation de ce pouvoir. La portée est donc très étroite de cette disposition. C'est correct? C'est l'intention d'être étroite. Par exemple, comme la COVID, ça nous aurait permis de faire les choses différemment à cette époque. Alors, dans une situation exceptionnelle, on ne parle pas d'utiliser ce pouvoir pour s'attaquer aux arriérés. Exact. Je crois que c'est juste. Personnellement, ça ne devrait pas être arbitraire. L'utilisation de cette disposition n'est pas censée être arbitraire. Absolument pas. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez ajouter sur l'intérêt public, cette disposition?
que vous aimeriez définir? Simplement pour réitérer, pour ceux qui s'inquiètent vraiment, il ne s'agit pas ici d'annuler des demandes d'asile en masse. Il ne s'agit pas d'annuler des cas, des dossiers individuels. Ce pouvoir n'appartient pas à la ministre. Ce pouvoir appartient au gouverneur en conseil. Et nous avons la chance au Canada d'avoir un gouvernement et un système d'immigration, une population. C'est vraiment un privilège d'être ici devant vous aujourd'hui et de parler de ces mesures. Nous voulons nous assurer de protéger les droits des gens tout en protégeant l'intégrité de notre système d'immigration. Je souligne l'importance de protéger les droits des Canadiens et de créer des lois qui demeureront dans le temps. Vous êtes la ministre de l'Immigration. Vous créez des lois qui perdureront avec des dispositions qui, oui, accordent de grands pouvoirs, mais qui sont limitées dans leur portée. Pour revenir à l'exigence d'1 an pour présenter sa demande, en ce qui a trait au traumatisme, vous avez répondu en partie sur une mesure de protection, l'examen des risques avant renvoi. Qu'est-ce qui se passe dans le cas de quelqu'un qui a vécu beaucoup de traumatisme, de la violence conjugale ou autre, et qui, après cette année, qui décide de faire une demande? Est-ce que une situation telle que celle-là a été examinée, par exemple? 10 secondes. Nous croyons que c'est un délai raisonnable à offrir à quelqu'un pour faire sa demande. S'il y a la possibilité de documenter sa situation, demander l'aide pour le faire, et cela sera examiné par des gens qui seront formés pour cela. Et ce sera ensuite envoyé à la Commission de l'immigration et du statut du réfugié. 2 minutes et demie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Écoutez, Madame la Ministre, je profite peut-être de mon dernier tour de parole pour vous dire, après l'Agence du revenu, le ministère que vous dirigez est, à mon sens, celui qui a besoin de plus être modernisé parce que les traitements de délai de toutes les demandes confondues sont de délais déraisonnables. À tous les jours, dans nos comtés, dans notre circonscription, on accompagne beaucoup de personnes immigrantes dans leur parcours, que ce soit réfugiés ou travailleurs. Et je vous dis, on est comme une succursale d'Immigration Canada dans nos circonscriptions. Alors moi, je suis inquiète de votre réforme parce que je ne sais pas si vous avez les moyens de votre ambition, parce que vous êtes déjà surchargé et déjà, je vous dirais, un peu désorganisé comme ministère. Pas parce que je ne fais pas de reproche aux fonctionnaires, mais je vois que la pression sur votre ministère est tellement importante que dans un phénomène de changement, c'est pas facile d'ajouter des tâches ou de changer les processus. Et je vais vous le dire sincèrement, je critique pas votre volonté, mais j'ai l'impression que vous n'aurez pas nécessairement tous les outils pour gérer votre réforme ou vos changements et que vos ambitions vont peut-être être déçues de constater que votre ministère ne pourra pas suivre la cadence de ce qu'exige C12. Concernant les 14 jours de renvoi, on sait là, que les personnes qui vont entrer illégalement au Canada, donc hors des points d'entrée officiels, ne pourront pas faire de demande d'asile. Puis ceux qui se feront prendre là, moins de 14 jours après leur entrée, s'ils proviennent des États-Unis, dans le fond, ils vont être retournés aux États-Unis là, en vertu de l'entente sur les tiers périlleux sûrs. Mais ceux qui vont se faire prendre après 14 jours, donc techniquement, devraient être retournés à leur pays d'origine. Dites-moi, sur le plan technique, là, de la façon que le projet de loi a été rédigé, est-ce qu'on est certain que ça va permettre d'éviter que des personnes soient renvoyées dans un pays où elles risquent de subir des préjudices et si ces derniers se retrouvent sur le territoire après 14 jours? 30 seconds. OK. Non, merci. Comme j'ai dit en avant, toute personne touchée par ces nouvelles interdiction aura accès à un examen. Je peux aussi vous dire qu'on est en train de moderniser le système d'immigration. On engage à offrir des services modernes
accès sur les clients et aussi il y a des nouvelles technologies numériques transforment les services pour simplifier les processus de demande. Alors j'espère que on fait beaucoup maintenant. Et, ils ont commencé, mais on est en train de moderniser, de digitiser, de faire beaucoup de choses que j'espère que va simplifier le processus, mais aussi nous aide avec... Merci, les délais. Madame de Bellefeuille. Exactement. Merci, Ministre Diab. Next, we have 5 minutes. Merci, Madame la ministre. Maintenant, 5 minutes pour Monsieur Menegakis. Madame la ministre, êtes-vous d'accord avec votre prédécesseur sur le fait que les États-Unis, les pays des G7 et des ententes de pays sûrs qui sont appropriés pour les demandes d'asile? Alors, vous êtes d'accord? Les autres pays du G7 sont des démocraties sécuritaires, oui ou non? Je suis ici pour parler du C12. Moi aussi, c'est la raison pour laquelle je suis ici. Merci. Avec les 5 pays, nous partageons toutes sortes de renseignements lorsque l'on vérifie les antécédents des demandeurs. Ce sont des démocraties sûres, alors. Le G7, je parle du G7. Moi, je parle du groupe des 5. Le G7 et les pays de l'Union européenne, c'est ma question. On peut se tourner vers Affaires mondiales, si vous voulez. Est-ce que le C12 pourrait retirer des demandes des pays du G7 et de l'UE? Nous avons un accord avec les États-Unis parce que nous avons la plus longue frontière territoriale avec eux. Je comprends. Mais on n'empêche pas les demandes des pays du G7 et les pays de l'UE. Tous ces pays ont un système juridique qui est égal à celui du Canada. Encore une fois, nous travaillons avec tous les pays du G7, évidemment. Est-ce que ça ne serait pas utile d'avoir cela écrit dans la loi? Encore une fois, c'est une étude ici que le comité fait et vous avez la possibilité de faire vos recommandations. Nous sommes ici pour 2 heures. Je vous pose la question. Qu'en pensez-vous? N'êtes-vous pas d'accord? Ça devrait être dans la loi? Et il faudrait aussi regarder plutôt le G7 et les nations de l'UE comme on considère les États-Unis. Ce sont des pays sûrs. De faire une demande d'asile ne vous garantit pas de pouvoir rester au Canada. Il faut prouver qu'il y a vraiment une base pour cette demande. Par exemple, les craintes de persécution. Et c'est au cas par cas. Il y a beaucoup d'arriérés. Vous voulez diminuer les fraudes, les demandes de fraude qui sont des fraudes. Si vous voulez arriver ici du Portugal, de l'Angleterre, de la Grèce, on parle de démocratie. Comment pouvez-vous demander d'être réfugié de ces pays? C'est au cas par cas. D'accord. Pour les calculs, les annulations plutôt en masse. Dites-vous que vous voulez punir les victimes de fraude? L'IRCC n'est pas là pour punir quiconque. Nous ne sommes pas les tribunaux, nous n'appliquons pas non plus la loi sur le territoire. C'est la raison pour laquelle vous avez des territoires provinciaux et les forces policières, nous avons la SFC. Vous êtes ministre de la Couronne, responsable de l'IRCC, responsable du système d'immigration de ce pays. Vous faites aussi partie d'un gouvernement qui a complètement échoué auprès des Canadiens et Canadiennes sur le dossier de l'immigration. Simplement en regardant les arriérés, le nombre de personnes, de bonnes personnes qui attendent d'obtenir une réponse. Tous nos bureaux sont inondés partout au pays. Il y a des arriérés. Et lorsqu'on demande une suggestion sur la façon d'améliorer ces arriérés, toute suggestion et commentaires sont accueillis. Mais vous ne l'avez pas montré, avec tout le respect que je vous dois. On parle d'amendements ici en ce comité et vous avez discuté de certains amendements avec les néo-démocrates et vous allez voter contre les nôtres. Avec
le parcours, le bilan de votre prédécesseur, on voit que vous n'allez pas écouter nos amendements. Nous représentons tous les Canadiens, pas seulement vous. Oui, je suis député tout comme vous et tous les autres. Nous n'avons tous qu'une seule voix. Alors, on vous fait des suggestions. On parle des pays du G7 et de l'UE. Et il est ridicule de prétendre qu'ils ne devraient pas être traités de la même façon que les États-Unis. Vous n'êtes pas d'accord avec cette déclaration? Encore une fois, les demandes d'asile sont gérées au cas par cas. Savez-vous combien de personnes sont ici et ont un dossier criminel? Voilà des données qui sont essentielles pour ce comité. Il y a des demandeurs d'asile qui ont des dossiers criminels. Encore une fois, c'est la raison pour laquelle il y a le secteur de l'application de la loi. Combien de personnes sont dans ce pays actuellement que vous avez laissé entrer? Merci, Monsieur Menegakis. Merci, Madame la ministre. Il nous reste Madame Sodi pour 5 minutes. Merci, Madame la ministre, de toujours répondre à nos questions de si bonne façon. J'aimerais poser une question à Monsieur McCrory. Désolée si j'ai mal prononcé votre nom de famille. Le projet de loi C-12 et les améliorations dans les opérations. Nous savons que les travailleurs de première ligne, les agents de l'ASFC sont vraiment essentiels pour la protection de notre frontière. Nous vous remercions de votre travail. Comment est-ce que le C-12 affectera vos opérations quotidiennes et qu'est-ce que ces changements apporteront comme amélioration dans votre travail? Madame la Présidente, merci pour la question. L'exemple que j'aimerais utiliser, c'est le bon travail fait par qui doit être fait par la ministre. Nous avons un rôle sur les vérifications de sécurité, le triage. C'est un rôle que je partage avec mes collègues à IRCC. Ces demandes peuvent maintenant être renvoyées à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Ça diminue le travail en ayant le fait du bon travail qui est fait. Ça nous permettra de faire notre travail d'une meilleure façon encore dans les vérifications, par exemple, mais on s'assurera aussi que la CISR pourra être plus efficace, ce qui profitera à plusieurs personnes. Merci pour votre réponse. Vous avez mentionné, Madame la ministre, qu'il y a des dispositions dans le C-12 qui permettront de gérer les documents à plus grande échelle pour le gouvernement. Est-ce que ça pourra éviter les prochaines crises, par exemple, nous aider plutôt au cours de prochaines crises, par exemple, comme lors de la pandémie? Et alors, de quoi est-ce que ça aurait l'air en pratique? Tara, vous voulez bien prendre la question? Absolument. Une façon d'utiliser ce pouvoir, on parle beaucoup d'annulation et d'arriérés. Toutefois, ce n'est pas quelque chose qui est bâti avec un certain groupe ou une certaine raison en tête. Il y a des crises qui se produisent, qui nécessitent de meilleurs outils et qui méritent un exemple cas par cas. Je peux vous parler d'un exemple. Notre capacité aussi de faire des prolongations de masse de demandes ou de documents. Par exemple, lorsque nous avions besoin de beaucoup de travailleurs de la santé, donc nous pourrions essayer en tant que ministère de l'immigration que ce serait dans l'intérêt public de faire une prolongation en masse des documents des travailleurs de la santé. Donc, ça éviterait que les gens doivent faire de nouvelles demandes. Donc, l'argument pourrait être présenté au gouverneur en conseil et selon sa décision, on pourrait publier dans la Gazette cette décision et donc le ministère aurait l'autorité de faire une prolongation en masse dans l'intérêt du public. Pour faire suivi un petit peu, nous avons parlé de la COVID tantôt. Qu'est-ce que ça aurait changé si nous avions eu ces dispositions à cette époque-là? C'est difficile de donner un seul exemple,
Mais nous, le ministère de l'Immigration, ne pouvions que traiter des cas exceptionnels, urgents, des réunifications familiales, mais il y avait aussi des gens qui essayaient de faire une demande qui ne pouvaient pas se rendre au Canada parce qu'il n'y avait pas de vol pendant la pandémie. Donc, nous pourrions dire que c'est dans l'intérêt public de mettre une pause ou de suspendre le traitement des demandes ou bien d'arrêter de recevoir des demandes à cette période parce que les gens ne peuvent pas venir au Canada. Et ça serait dans l'intérêt national, une fois qu'on a des preuves de vaccination, on aurait pu permettre à ces gens de venir. Donc, on aurait pu éviter l'arriéré de cette façon-là. Mais il s'agit toujours de justifier que c'est dans l'intérêt public et il faut le publier dans la Gazette du Canada. Merci, Madame Lang, et merci, Madame Saudi. Nous entamons notre dernier tour de table. Madame Rampel-Garner, vous avez 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais revenir à l'annulation de masse. Madame la ministre, vous n'avez pas bien expliqué où vous utiliseriez ces pouvoirs-là. Vous avez parlé de prévenir la fraude, comme pendant la pandémie. Vous parlez souvent de la pandémie. Mais je sais que beaucoup de personnes qui sont venues grâce à la voie pour le Hong Kong sont arrivées pendant la pandémie. Est-ce que le gouvernement ne pourrait pas utiliser son pouvoir pour annuler les visas des gens qui sont arrivés de Hong Kong par la voie pour le Hong Kong? Qu'est-ce qui vous empêche de faire cette annulation? Réponse. Il y a beaucoup de garde-fous. Moi, je n'ai pas de pouvoir qui m'appartient uniquement. Le pouvoir n'appartient pas au ministre. Il s'agit de cas exceptionnels. Il faut justifier que c'est pour l'intérêt public. Il faut le faire approuver par le gouverneur en conseil. Il y a beaucoup de garde-fous. Comme quoi? Comme ce que je viens d'expliquer. Nous avons vu des exemples où le gouvernement a fait des choses étranges dans l'intérêt public. C'est peut-être votre opinion. Un de vos anciens collègues a parlé d'utiliser des chars contre les gens. Donc, je veux savoir qu'est-ce qui vous empêche d'utiliser ces pouvoirs en masse pour annuler tous les visas des gens qui sont arrivés de Hong Kong par la voie pour le Hong Kong. Encore une fois, ce ne sont pas des pouvoirs pour faire des annulations en masse. Mais vous venez de dire que vous pouviez faire des annulations en masse. Encore une fois, il faut que ça soit dans l'intérêt public et les règlements vont préciser ces cas. Et donc, il faut demander au gouvernement en conseil et le cabinet, différents ministères seraient impliqués. Voici ce que je comprends. Il faudrait s'assurer que tout est conforme avec la charte, mais vous voulez que qu'on offre au gouvernement la possibilité d'expulser des grands groupes de personnes qui ne lui plaisent pas. Vous demandez au Parlement de contourner des lois qui protègent les droits en vertu de la Charte. Et vous voulez faire des annulations en masse, mais vous ne pouvez pas nous dire qui serait touché. Je ne peux pas dire à mes commettants qui serait touchés par cela. Donc, quels sont les garde-fous? Les garde-fous ne sont pas dans la loi et vous nous demandez littéralement de vous donner ces pouvoirs pour annuler les résidences permanentes pour des groupes de gens. Si cela arrivait demain, est-ce que vous diriez ça demain aussi? Oui, absolument. Ces dispositions ne sont pas conçues pour permettre aux gens, pour empêcher les gens qui ont besoin d'être protégés d'avoir accès au système. Il y a des garde-fous en place qui sont dans la loi. Il faut respecter la charte. Et les ministères de la Justice et d'autres ministères seront impliqués. C'est comme ça qu'on gère un pays, croyez-le ou non, Madame la députée. Et c'est ainsi qu'on s'assure d'avoir les outils nécessaires pour bien gérer l'immigration. Microphone, s'il vous plaît.
Vous demandez au Parlement de vous donner le pouvoir d'annuler des visas de résidents permanents, de résidents temporaires en masse, sans définir les situations dans lesquelles vous auriez recours à ces pouvoirs. Et ensuite, vous dites que c'est ainsi qu'on gère un pays. Il me semble que ça ressemble plus à une dictature. Encore une fois, ce ne sont pas des pouvoirs pour un seul ministre, ce sont des pouvoirs auxquels on a recours dans des situations exceptionnelles. Et il faut passer par le gouverneur en conseil, il faut prouver que c'est dans l'intérêt public, il faut prouver que nous respectons la charte. Il y aura beaucoup d'analyses légales. Est-ce que pourriez-vous utiliser ces pouvoirs pour annuler tous les visas de résidence temporaire pour les gens qui viennent de Gaza? Encore une fois, il s'agirait de circonstances exceptionnelles. Comme lesquelles? J'aimerais souligner que la ministre n'a pas précisé les circonstances exceptionnelles et c'est décevant. Recours au règlement. Nous avons un recours au règlement. Monsieur Fragiskatos? Je retire mon recours au règlement. Merci. Nous passons à Madame Saïd pour 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, nous voyons de plus en plus de cas où le gouvernement est attaqué par des cybercriminels de diverses organisations et des États étrangers. Il faut protéger nos infrastructures, nos technologies, mais personne n'en est responsable. Donc, comment la partie 7 du projet de loi C12 permettra de mieux protéger l'intégrité de notre système d'immigration en cas d'attaque? En fait, c'est un exemple excellent où nous pourrions utiliser ces pouvoirs pour traiter de ces genres de situations. Il y a beaucoup d'activités criminelles sophistiquées. On parle d'exploiter les technologies. Et chez IRCC, nous avons de nouvelles technologies numériques qui transforment nos services pour simplifier nos processus, mais servent aussi à mieux identifier ces menaces. Et nous travaillons avec nos partenaires, la CRS, ASFC, nos partenaires dans le groupe des 5, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada est le 5e pays. Et donc, nous partageons des renseignements entre nous lorsque nous traitons les demandes. Je ne sais pas si quelqu'un aurait quelque chose à ajouter. Oui, allez-y. Madame Lang. Une cyberattaque est un exemple de situation où nous pourrions faire valoir que c'est dans l'intérêt public de suspendre les demandes qui, à notre avis, ont été déposées grâce à la cyberattaque et qui seraient fraudulentes. Donc, dans ce cas, nous pourrions demander au gouverneur en conseil de suspendre ces demandes, le temps de faire une enquête dans le ministère pour bien analyser les demandes et nous assurer qu'il s'agit de demandes valides ou bien s'il y a un aspect de criminalité organisée impliqué. Donc, c'est un excellent exemple de l'utilisation de l'autorité de masse. Pour être certain d'avoir une reddition de comptes et de pouvez-vous nous expliquer le processus que les ministres devront respecter? Quelles seraient les différentes étapes pour assurer une reddition des comptes et une transparence? Réponse. Nous travaillerions de façon horizontale entre les différents ministères et les partenaires provinciaux. Par exemple, s'il y a des demandes liées au niveau provincial, nous
établirions la justification. Il faut tenir compte des clients vulnérables, la sécurité, les intérêts publics. Et donc, le gouverneur en conseil pourra décider et cette décision serait publiée dans la Gazette du Canada. Ensuite, les demandeurs visés recevraient un courriel du ministère et le courriel dirait que le document n'est plus valide, mais ça ne toucherait pas le statut de la personne. La personne reçoit son statut de ASFC en arrivant et il y a des règles et des procédures distinctes pour cela. Donc, à ce moment-là, le demandeur aurait l'occasion de revenir et nous dire qu'il s'agit peut-être d'une erreur de se retrouver sur cette liste-là. Évidemment, nous choisirions soigneusement les noms des personnes ciblées. Et il y a aussi la possibilité de revenir sur la décision et de s'ajuster. Nous pourrons toujours faire des ajustements tout au long du processus. Merci. Merci, Madame Zaïd et Madame Lang. Vous avez 2 minutes et demie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. On va revenir, Madame la Ministre, si vous le voulez bien, aux personnes qui vont faire une demande après 14 jours de présence ici au Canada. Je voudrais savoir comment vous allez évaluer la présence sur le territoire, et quelles sortes de preuves que vous allez demander avant de vérifier s'ils étaient ou non présents sur le territoire pour une durée de période de 14 jours. Est-ce que ça a été discuté, cette mécanique-là, Madame la Ministre? Je pense que Jason a une... Bien, en effet, bonne on fait cet exercice maintenant parce que les gens qui sont en bas du 14 jours sont couverts par l'accord avec les États-Unis. Donc, il est important qu'on sache qui est en dessous des 14 jours et qui n'est pas. Mais la responsabilité, c'est sur les clients de démontrer qu'ils sont arrivés ou non. Donc, dans le contexte des mesures ici, quelqu'un va être ou soumis à l'application de l'accord avec les États-Unis ou va être irrecevable pour avoir C'est ça, dans le fond, ce qu'on parle, c'est de quelqu'un qui, après 14 jours, fait sa demande d'asile. Alors, vous dites, normalement, si tu viens des États-Unis, tu reviens, tu t'en retournes. Ou si tu fais ta demande parce que tu viens d'Haïti, on te garde. Si c'est un pays qui, par exemple, il y en a sur moratoire. Mais s'ils ne proviennent pas d'un pays sur moratoire de protection comme Haïti, par exemple, est-ce que vous allez demander à la personne de documenter le fait que tu es ici après 14 jours et puis que là, si elle retourne, sa sécurité est en danger, par exemple? Et quelqu'un qui a leur demande déterminée irrecevable pour être envoyé au CISR, ils seront mis dans le contexte du processus de renvoi. Mais à ce point-là, ils auront l'examen de risque avant renvoi. Okay. Donc, c'est là où on va regarder leurs risques, on va déterminer s'ils ont besoin de protection. Puis là, je m'excuse, mais c'est tout ce processus-là, là, parce qu'on le sait, écoutez, moi, je suis impressionnée des délais déraisonnables de traitement des dossiers, là. On parle d'un humain qui arrive, là, puis qui est au Canada depuis 14 jours, puis il fait la demande de statut. Vous lui dites, ben là, c'est irrecevable, mais il demande l'évaluation de risque avant renvoi. Combien de temps ça peut se passer là, que la personne est sans statut? Merci, Madame de Bellefeuille. I'm very sorry, but I'll have to end this round. Je suis désolée, mais nous sommes à la fin de ce tour. Il nous reste 2 minutes. J'accorde 1 minute à Monsieur Davis et 1 à Monsieur Zuberi. Ensuite, nous irons à huis clos. Monsieur Davis, merci. Madame la ministre, est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle dans le traitement des demandes ou dans les processus du ministère? Non. Non, pas pour le traitement des demandes. J'avais posé cette question déjà. J'ai déjà posé cette question. Je crois comprendre qu'il y a un logiciel utilisé par CISR pour évaluer les visiteurs qui veulent venir au Canada. Et parfois, il y a des problèmes lorsque la personne dit qu'il veut aller faire du canot en janvier. Est-ce que vous dites que vous n'utilisez pas ce logiciel-là?
Non. Nous utilisons un modèle de triage, mais c'est un chiffrier Excel. Ça n'implique pas de logiciel IA. Merci, Monsieur Davis et Madame Lang. Monsieur Zubarry, vous avez 1 minute. Merci encore à tous d'être des nôtres. J'aimerais vous poser des questions sur le partage des renseignements. Pourquoi est-ce que les citoyens naturalisés, pourquoi est-ce qu'on peut partager leurs données? Ensuite, le partage qui se fait avec les renseignements des renseignements résidents temporaires, est-ce que le partage est très limité ou est-ce que vous pourriez partager tous les renseignements que vous possédez avec vos partenaires et les gouvernements régionaux et provinciaux? Pour des raisons de protection des renseignements privés, nous prenons cela très au sérieux de protéger les renseignements des demandeurs. Comme je l'ai dit, tous les accords de partage de renseignements, qu'il s'agisse du provincial ou territorial ou avec les autres ministères, les ententes seraient à l'écrit et il y aurait des assurances pour protéger les renseignements. Merci à tous. Merci à tous les fonctionnaires et à la ministre d'avoir été des nôtres. Nous sommes très reconnaissants du temps que vous avez donné au comité. Nous avons 2 points du travail de comité. Le greffier se fait circuler un budget qu'il faut approuver pour notre étude sur le projet de loi C12. Est-ce qu'il y a une motion sur le projet? Merci, Madame Rempel-Garner. Est-ce que tout le monde est d'accord? Je vois oui. Donc, prochain point. Une échéance concernant les mémoires concernant le projet de loi C12. Les analystes nous disent le 12 novembre à 9 heures avec une longueur maximale de 1000 mots par mémoire afin de pouvoir tout traduire avant le 20 novembre. Est-ce que j'ai besoin d'une motion? Est-ce que quelqu'un peut proposer une motion? Madame Rempel-Garner, tout le monde est d'accord? Très bien, merci. Enfin, nous allons recevoir quelqu'un du Haut-Commissariat. Je n'ai pas de remarques à ce sujet. Nous proposons d'accueillir le 18 novembre des personnes du Haut-Commissariat. Il s'agirait d'une réunion informelle avec le ministère des Affaires étrangères. Si tout le monde est d'accord, j'aimerais demander au greffier d'organiser des éléments d'accueil pour nos invités. Et il faudrait que le comité paye. Donc, est-ce qu'on pourrait proposer une motion à cet égard? Il s'agirait d'offrir du café et des muffins. Monsieur Dubarry propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Merci beaucoup. Donc, cela dit, notre prochaine réunion... Ah! Madame la Bellefeuille. J'aurais juste une petite question. Est-ce que j'ai entendu que le rapport du comité sur l'étude de C12 va parvenir au comité de la sécurité publique le 20 novembre? Est-ce que c'est la date que vous vous êtes fixée pour... parce que moi, je siège sur le comité de la sécurité publique, puis je me demandais si on était pour avoir le rapport, quelle date? So thank you for the question. Merci pour la question. Nous parlions des mémoires que nous allons recevoir de l'extérieur pour alimenter notre étude du projet de loi C12. Donc, la date limite est le 20 novembre pour recevoir les soumissions parce que nous devons les traduire et nous voulons imposer une limite de 1000 mots par mémoire pour pouvoir distribuer les mémoires à notre comité pour notre étude. Et ensuite, pour la deuxième partie de votre question, le comité n'enverra qu'une liste de recommandations en fonction des 4 réunions avec nos témoins. Nous allons envoyer les recommandations à CQ et c'est ce comité-là qui va recevoir nos recommandations. Ces recommandations-là vont arriver quand? Parce que nous, dans notre motion de travaux sur C12,
le 20 novembre devrait être la dernière journée pour entendre des témoins et après, on devrait faire l'article par article. Est-ce que vos recommandations vont arriver avant le 20 novembre? C'était ma question. No, it will arrive at the end. Non, elles arriveront à la fin de notre session le 20 novembre. C'est notre dernière journée. Ce sera une liste de recommandations. Merci. C'est donc la fin de notre réunion. La prochaine réunion sera le jeudi 6 novembre